Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 16 août. Comment est-ce que ça va de votre côté? Est-ce que vous êtes prêtes et prêts à vous faire cramer le cerveau, salut Bonine, vous faire cramer le cerveau avec les questions de Milinda, le Milinda Pana, dans cette très très belle édition de 1923. L'édition a donc 101 ans, voilà. Du coup, le papier, il est un peu tout jaune dedans. Voilà. Nous, on utilise bien sûr une version PDF que j'ai mis à disposition de tous ceux qui en auraient besoin sur le Discord de ce live, hein. On a un Discord, je le rappelle, c'est vrai que j'en parle pas souvent, donc j'en profite pour le rappeler. Nous avons un serveur Discord pour ceux qui veulent parler bouddhisme avec nous en dehors des lives. Et puis on a parmi les membres plein de gens qui s'y connaissent aussi dans le bouddhisme, hein. On a Eponine, on a Dagdeg, on a voilà, plusieurs personnes qui ont différentes expériences dans différentes écoles bouddhistes et qui peuvent être là aussi pour répondre à vos questions vos interrogations sur le bouddhisme. Donc voilà. Et on met aussi du coup, hein, les PDF des livres, surtout quand c'est des livres comme celui-là, hein, qui du coup ont plus de 100 ans, donc qui sont clairement à l'heure actuelle dans le domaine public. Donc voilà, pas de scrupule à faire cela. Voilà. Donc, Milinda Pana, un petit rappel pour tout le monde, hein, c'est un texte qui fait partie du canon du Theravada et qui a la particularité un peu bizarre de ne pas avoir été prêché par le Bouddha. Ce n'est donc pas un sutra au sens, voilà, le texte sacré qui a été prêché par le Bouddha. En fait, ce texte est une discussion entre un roi grec qui s'appelle Milinda, Ménandre en fait de son nom grec, qui a régné sur une partie globalement vers l'Inde, Afghanistan, dans ces coins-là, et qui était un gros fan de rhétorique et de discussion savante. Et donc, après avoir fait plusieurs savants, avoir consulté plusieurs personnes, etc., des sages et tout, il trouve personne qui soit vraiment apte à répondre correctement à ces questions. Et il finit par tomber, parce qu'on lui recommande d'ailleurs, hein, on lui recommande un moine qui s'appelle Nagasena, qui est un moine bouddhiste, qui est réputé pour sa rhétorique, pour ses connaissances, pour sa sagesse. Et donc le roi dit ok, je vais aller discuter avec ce bon vieux Nagasena. Et on a donc cette conversation qui est le Milindapana, les questions du roi Milinda, qui est donc une conversation entre un roi grec et un moine bouddhiste. Voilà, ce qui est quand même assez sympathique tout de même. Donc on avait discuté déjà de pas mal de choses, hein. On a fait déjà 3 ou 4 sessions sur le Milindapana. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer. Alors, le texte est censé, je dis bien est censé, salut Inoshishi, salut CT, le texte est censé être une vulgarisation d'une certaine façon, alors avec des énormes guillemets, hein. C'est censé être quand même une sorte de texte d'introduction à pas mal de notions bouddhistes différentes. Euh, Ça, c'est la théorie. En pratique, le texte est quand même relativement compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, le décalage culturel qu'on a par rapport à la date de composition du texte, hein. J'ai pas la date exacte, mais clairement, c'est un texte qui a plus de 2000 ans. Donc, on n'a pas toutes les rêves culturelles. En plus, on parle d'un texte qui se situe globalement vers l'Inde, hein. Donc il y a la différence par rapport à la culture indienne, plus la différence par rapport à l'époque, qui rendent les choses difficiles. Et il y a aussi quelques petits soucis aussi avec des guillemets, hein, de traduction, dans le sens où comme c'est une traduction qui date d'il y a 100 ans, eh bien des fois ils vont utiliser certains termes pour lesquels nous, ou en tout cas un traducteur moderne, aurait choisi un autre terme, ce qui va des fois apporter un petit peu de confusion. Donc moi, quand j'étudie ce texte avec vous, je me base aussi en parallèle sur une version anglaise du Milindapana, qui a aussi par moment l'avantage de mettre les termes en sanskrit. Donc moi, je parle pas sanskrit, mais au moins avec les termes sanskrit, on peut aller revérifier réellement de quoi on parle. Parce que des fois, vraiment, la traduction française va utiliser carrément des termes qui sont, entre guillemets, pas les bons, et qui peuvent vraiment porter à confusion. Donc voilà, pour ça que je suis obligé de m'y prendre un peu à l'avance, je mets pas mal de notes dessus, mais ça permet de rendre derrière notre discussion un peu plus claire. Et je pense que du coup, même pour vous, par rapport à la compréhension du texte, eh bien, ça vous aidera aussi, quoi. D'ailleurs, je remercie, j'ai vu qu'il y a Mosh Adox, un Shadox, qui a follow juste avant le live, donc merci à toi, hein, si tu es encore là. Merci à toi. Donc, eh bien, je vous propose de continuer ce texte. On en était à la partie 28. Pour rappel, hein, je ne l'ai pas précisé, je crois, les dernières fois, mais on a juste sauté tout le début du texte, qui est en fait un peu le background de l'histoire, comment Milinda rencontre diverses personnes, qui était Nagasena dans ses vies d'avant, etc. Donc j'ai sauté un peu toute cette partie background pour partir vraiment sur la partie discussion entre Milinda et Nagasena. Donc voilà, mais si ça vous intéresse de lire le côté background, à nouveau, hein, le PDF est dans le Discord, donc vous pouvez le consulter sans aucun souci.
Donc, on en était donc au numéro 28, l'histoire de la naissance des formations. Alors, il y avait eu un peu des discussions avant hein, sur ce qui naît, ce qui renaît, etc. Donc, Milinda demande à Nagasena, y a-t-il des formations qui naissent? Donc, par là, ce que dans la version anglaise, c'est un petit peu plus détaillé. Hein, il dit, est-ce qu'il y a, Vénérable Nagasena, des choses, donc des phénomènes conditionnés qui sont dans un état où ils vont apparaître? Donc, bien sûr, Nagasena va répondre, bah oui, il y a des éléments qui apparaissent d'une certaine façon. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sortent du néant. Ça, il va revenir dessus derrière. Mais effectivement, il y a des moments où il y a des phénomènes qui apparaissent. Par exemple, lorsque l'œil existe et qu'il y a des formes visibles, alors, salut Alice, et merci pour ton réabonnement des 5 mois, merci beaucoup, merci beaucoup. Par envie de dire, hein, quand l'œil existe et qu'il y a une forme, un objet physique, donc là on parle des deux agrégats que sont l'agrégat de la matière, hein, donc il y a un œil physique et un objet visuel. Quand les deux rentrent en contact, alors ça ne veut pas dire que votre œil touche quelque chose, hein, on comprend bien l'idée. Hein. Quand votre œil rentre en contact avec un objet visuel, typiquement mon œil avec le chat qui voit le réabonnement de Alice ici, eh bien à ce moment-là se produit ce qu'il appelle la perception visuelle. Alors ici, perception visuelle, à nouveau, j'insiste, c'est pas le bon terme qu'on utiliserait à l'heure actuelle, dans le sens où la perception, c'est un autre agrégat. Ici, il est question, attendez, je vais revenir en bas pour avoir le vrai terme. Il est question, parce qu'on en reparle plus bas, ici, il est question la conscience. Voilà, il est ici de la question de l'agrégat de la conscience. Rappelle comment ça marche au niveau bouddhiste, cette histoire de conscience. Attendez, je me suis perdu. Ah, je suis là. Voilà. De conscience. En fait, ce qu'on va appeler par exemple, la conscience visuelle, en fait, c'est juste le fait que il y a deux objets qui rentrent en contact l'un avec l'autre, et à ce moment-là, l'œil détecte, en fait, c'est juste l'œil détecte quelque chose de visuel. Salut Tomoyo. Donc à ce moment-là, à ce niveau-là, en fait, il n'y a pas encore de réelle appropriation des choses, il n'y a pas de réelle définition de ce que c'est, il n'y a pas encore de sensation relative à ça. C'est vraiment juste la résultante du contact entre, par exemple, l'œil et un objet visuel, entre par exemple les doigts et un objet physique, il y a contact. À ce moment-là, il y a une conscience, il y a quelque chose qui se passe lié au contact, mais on ne sait pas encore ce que c'est, on n'a pas encore identifié à ce niveau-là. Et ensuite, donc là, il continue sur l'idée visuelle. Hein. À partir du contact visuel va se produire la sensation, hein, donc sensation agréable, désagréable ou neutre. Derrière va se produire la soif. Donc, est-ce que du coup, en fonction de cette sensation agréable ou désagréable, on va avoir envie de s'en approcher ou de s'en éloigner? L'attachement, si par exemple c'est une sensation agréable, eh bien, je vais avoir envie qu'elle se reproduise. De l'attachement, qui est du coup la source hein, vraiment de notre renaissance dans le cycle des naissances et des morts, de notre attachement va procéder la nouvelle existence, parce qu'on en veut toujours plus. Cette existence, de par le fait qu'elle est là, eh bien, elle conditionne le fait qu'on va naître, vieillir, mourir, souffrir. Et voilà l'origine de toute douleur. Donc en fait, ce que Nagasena refait ici, hein, c'est en partant vraiment d'un... Ah oui, pardon, j'ai pas partagé. Ce que Nagasena fait ici, hein, c'est qu'en partant de l'idée du contact entre l'œil et un objet visuel, il déroule derrière ce qu'on va appeler la chaîne de production conditionnée en 12 maillons. Donc on avait déjà vu à l'époque quand on étudiait l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. Donc je ne vais pas revenir énormément dans le détail de tout ça, mais vraiment ce qu'il décrit ici, c'est ça. Et en fait, c'est que par ce contact entre l'œil et par exemple un objet visuel, va se produire tout un ensemble de phénomènes qui, eux, vont apparaître les uns après les autres potentiellement suite à ce contact. Donc pour reprendre ici ce qu'il dit, hein, les formes se produisent donc la faculté de perception visuelle, donc les deux objets rentrent en contact. De celle-ci naît successivement le contact visuel. Donc, on a un contact, la sensation, c'est une sensation agréable, désagréable ou neutre. La soif, par exemple, imaginons, là, je vois, par exemple, j'ai vu Alice qui a fait un réabonnement dans le chat. Du coup, je veux plus de réabonnements, plus, abonnez-vous, donnez-moi de l'argent. L'attachement, je vais être attaché à mes subs, je vais en vouloir encore plus, toujours plus. Et du coup, ça va me projeter dans une existence future parce que je me dis, je veux continuer à avoir plus de subs, plus de subs. Et donc, ça va me projeter dans une existence future, ce qui va du coup reconditionner la naissance, la vieillesse et la mort, ainsi que la douleur. Et voilà donc l'origine de toute douleur. Alors bien sûr,
il y a des éléments sur lesquels, vous voyez ici, à l'origine de toute douleur, c'est un peu cette idée au niveau de la chaîne de production conditionnée, hein. L'idée, c'est que, bien sûr, si on ne renaît pas, eh bien, la douleur va cesser. Seulement, il y a des éléments sur lesquels on va pouvoir agir et d'autres sur lesquels on ne va pas pouvoir agir. Typiquement, le fait d'avoir notre œil qui rentre en contact avec un objet, hein, typiquement, si je reprends toujours mon exemple des subs, hein, si mon œil rentre en contact avec le chat, que je vois le réabonnement d'Alice, il va vraiment ce qui va se produire ici, c'est œil, contact visuel, enfin œil, objet, chat, salut c'est Abdevo, objet, œil, objet, chat, les deux rentrent en contact. Il y a donc du coup conscience visuelle. Cette conscience visuelle, jusque-là, c'est juste, voilà, j'ai vu qu'il y avait mon œil a été attiré par quelque chose. Ensuite, il va y avoir une compréhension de ce que c'est. Ok, je vois que c'est un réabonnement, je comprends. J'ai une sensation par rapport à ce réabonnement qui peut être positif, négatif ou neutre. Jusque-là, en fait, je ne peux pas y faire vraiment grand-chose. Jusqu'à ce niveau-là, je ne peux pas y faire grand-chose. Le fait que mon œil rentre en contact avec un objet, je ne peux pas y faire grand-chose. Le fait que je remarque, que je comprenne ce que c'est, je ne peux pas y faire grand-chose. Le fait derrière que ça me procure une sensation positive, négative ou d'autre, je ne peux pas y faire grand-chose. Là où par contre, je vais pouvoir agir, c'est la soif derrière, c'est l'envie, la volition, l'envie en fait d'aller ou pas, ou d'en vouloir plus. C'est là en fait où je vais pouvoir agir. Jusqu'avant, je ne peux pas vraiment agir en fait. À partir de ce moment-là, là, j'ai une possibilité d'action. C'est maintenant que j'ai compris ce que c'était. J'ai vu que Alice s'était réabonnée à ma chaîne. Est-ce que du coup, par rapport à ça, j'ai une attitude qui est neutre? Est-ce que ça va me générer de l'attachement, par exemple, en me disant, bah, effectivement, j'en veux plus ou pas? Ou est-ce que c'est juste, je me dis, bah, merci beaucoup d'avoir soutenu la chaîne et je passe à autre chose? Et c'est là, en fait, où on peut vraiment agir. Et derrière, en fonction de nos attachements, derrière va effectivement, avec l'exemple que j'avais dit, hein, générer tout le reste derrière. Donc ça, c'est vraiment la logique de la chaîne de production conditionnée en 12 maillons, qui est des fois toujours un petit peu compliqué à comprendre, à expliquer. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à revoir la vidéo YouTube dédiée à ça dans les sessions qu'on avait fait sur l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. Ça, vous pouvez, on avait vraiment tout détaillé, etc. Mais voilà, ici, en fait, hein, c'est un rappel de ça hein, que fait Nagasena à Milinda. Voilà. Mais si donc hein, il n'y a ni œil ni forme, la faculté de perception visuelle ne naît pas, ni ses dérivés. Voici la sensation de toute souffrance. Ce qui veut dire par là, c'est pas que le mieux c'est de se crever les œils pour pouvoir rien voir. Non, ici l'idée c'est juste de dire qu'effectivement, si derrière on atteint l'état de sans naissance, eh bien si on ne renaît plus, alors il n'y a plus d'œil et donc il n'y a plus tous les dérivés qui vont potentiellement aller avec en fait. Mais c'est pas en tant que personne qui existe maintenant, c'est pas sur l'œil et sa faculté à rentrer en contact avec les objets visuels, les reconnaître et ressentir quelque chose, qu'on peut réellement agir. C'est ce qui se passe derrière ça, en fait, sur lequel on peut vraiment agir. Voilà. C'est l'occasion d'en reparler. Et donc là, il va amener un point qui est assez intéressant, hein, Nagasena. Donc Milinda demande à Nagasena, y a-t-il des formations qui naissent du néant? Donc y a-t-il des choses hein, qui peuvent popper comme ça, du néant, hein, création comme ça, ad nihilum, hop, ad nihilo, ça apparaît comme ça, pouc. Non, bien sûr, Nagasena, il va répondre, chose logique, il n'y en a pas. Toutes les formations qui naissent avaient déjà une certaine existence. Quand il veut dire par là une certaine existence, ce qu'il veut dire par là, c'est que toutes les formations qui vont apparaître sont le fruit de d'autres causes passées. Il n'y a rien qui puisse apparaître qui ne soit pas la résultante de causes passées. C'est la logique de la notion de cause et d'effet qui est extrêmement centrale dans le bouddhisme. Et c'est le classique, hein, rien ne se crée, tout se transforme d'une certaine façon. Hein, si vous voulez le prendre d'une façon plus moderne, hein, c'est rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, il n'y a rien comme ça qui peut apparaître du néant. Tout ce qui apparaît est lié à un enchaînement de causes et d'effets. Et il l'a assez bien décrit hein, juste avant en parlant de la chaîne de production conditionnée, qui est justement un très bon exemple de ça. Hein. Tous ces éléments du maillon de la chaîne, en fait, eh bien, se coproduisent les uns les autres. Il n'y en a pas un qui apparaît comme ça du néant. Donc voilà, ça c'est important bien sûr de le préciser. Hein. Il n'est pas possible d'avoir quelque chose qui apparaisse du néant. Donne-moi donc une comparaison Nagasena, que demande Milinda. Nagasena répond, cette maison où tu es assis, bon, probablement un palais d'ailleurs, hein, ce palais extrêmement riche de bourgeois dans lequel tu es assis, est-elle sortie du néant? Bien sûr, Milinda va lui répondre, non, il n'y a rien ici qui n'existait précédemment. Le bois était dans la forêt, l'argile dans la terre, la maison est issue de l'effort des hommes et des femmes qui ont transformé ces matériaux. Nagasena répond, de même, il n'y a pas de formation qui sorte du néant. Tout est issu de causes et d'effets. Donne-moi donc une autre comparaison, s'il te plaît. Lorsqu'on plante dans la terre des graines qui croissent, poussent, se développent,
deviennent des arbres qui portent des fleurs et des fruits. Ces arbres ne sont pas sortis du néant. Ils existaient avant, sous forme de graines. Il en est de même des formations. Donne-moi donc une autre comparaison. Lorsqu'un potier extrait du sol de l'argile avec lequel il fabrique des pots, ces pots ne sortent pas du néant. Ils existaient auparavant sous forme d'argile. Il en est de même des formations. On a compris, mais je sais pas, il insiste sur le sujet. C'est pas le sujet le plus compliqué, mais il veut plein d'exemples, je sais pas pourquoi. Ok, donne-moi donc une autre comparaison. S'il y avait dans une vina, donc c'est un instrument, hein, ni chevalet, ni peau, ni corps, ni cheville, ni manche, ni corde, ni archer, ni effort humain, le son naîtrait-il? Non. S'il n'y avait ni arani, alors c'est les éléments de cet instrument, hein, ni courroie, ni amadou, ni effort humain. Ah non, pas cet instrument, pardon. C'est un truc pour faire du feu. C'est un briquet à l'ancienne. S'il n'y avait ni arani, ni courroie, ni amadou, ni effort humain, le feu naîtrait-il? Non. S'il n'y avait ni lentilles, ni chaleur du soleil, ni bouse sèche, vous avez du feu avec de la bouse, ni bouse sèche, le feu naîtrait-il? Non. S'il n'y avait ni miroir, ni lumière, ni visage, l'image naîtrait-elle? Bien sûr que non. De même, il n'y a pas de formations qui naissent du néant, elles existaient auparavant. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est une idée, je crois qu'on avait déjà un peu évoqué la dernière fois, qui du coup rentre assez en contradiction avec ce qu'il y a derrière la plupart des religions monothéistes d'une certaine façon. Dans le bouddhisme, en fait, on n'a rien qui ne se crée à partir de néant. On n'a pas genre Dieu qui d'un coup dit ça, les choses apparaissent. En fait, dans le bouddhisme, on va considérer que tout est une espèce de cercle qui, du coup, s'influencent les uns les autres, et ce cercle n'a pas vraiment de départ. C'est juste que voilà, ben, il y a des causes et des conditions qui s'enchaînent depuis l'éternité, voilà. Et ça continue à s'enchaîner, ça continue à s'enchaîner. Il n'y a rien à un moment qui soit apparu à partir du néant. Voilà. Donc là, celui-là est en fait assez. Je trouve pas que ce soit peut-être le plus compliqué à comprendre, hein, vraiment. Ça nous paraît peut-être nous en tant que, j'ai envie de dire, occidentaux modernes, assez logique cette histoire de relation simple de cause à effet et que rien n'apparaît qui ne soit causé par quelque chose avec un S avant. Mais peut-être qu'effectivement, à l'époque je pense qu'il y avait probablement d'autres théories qui étaient développées à l'époque de Milinda et Nagasena. Donc c'est pour ça qu'il insiste dessus, mais c'était pas le plus compliqué. Par contre, le prochain point, là pour nous, ça va être un peu plus bizarre parce que c'est typiquement le genre de point où nous, on va se heurter un peu à de la différence culturelle ici. C'est des points qui sont pas forcément très simples à comprendre, déjà parce qu'il va utiliser un mot que déjà nous, on ne connaît pas, hein, qui est le Vedagu. Nagasena, est-ce que le Vedagu, ça existe? Et donc, apparemment, Nagasena, il comprend pas plus Vedagu que moi. Donc, c'est cool. Il fait: qu'appelles-tu le Vedagu, Maharaja? Donc, apparemment, pour Milinda, le Vedagu, qui du coup est un concept qui était courant apparemment en Inde à l'époque, hein, c'est l'âme qui habite en nous, qui voit la forme avec l'œil, entend le son avec l'oreille, respire l'odeur avec le nez, goûte la saveur par la langue, touche les objets tangibles par le corps, connaît le phénomène par le sens interne, qui, comme nous pouvons nous assis dans ce palais regarder par la fenêtre qu'il nous plaît de choisir, à l'est, l'ouest, au nord, au sud, peut elle aussi regarder par la porte qui lui plaît. Donc, la façon dont... Vedagu, je connais pas ce Pokémon. C'est ça. Donc apparemment, la façon en fait, hein, dont il décrit le Vedagu ici, euh, j'avais noté un truc là, je m'étais fait une note. Ici, il est question de l'âme comme élément séparé, d'une certaine façon, séparé du corps physique, qui logerait à l'intérieur des êtres, un peu comme dans un méca type Evangelion, où je prenais l'exemple du petit alien qui est dans la tête du gars dans Men in Black 1. Voilà, si vous voulez des exemples. Qui serait notre vrai soi et qui observe le monde à travers les sens. Pour rappel, dans le bouddhisme, il n'y a pas d'âme dans ce sens-là. Le mental n'étant qu'un cinquième, ça n'étant qu'en fait qu'un sixième sens, hein, c'est un sens au même titre que nos cinq sens habituels au sens occidental, mais c'est juste qu'il a pour objet les phénomènes mentaux. Là où, par exemple, l'œil a pour objet eh bien, les phénomènes visuels, le nez a pour objet les odeurs, eh bien, le mental a pour objet les phénomènes mentaux. Mais il ne s'agit pas là d'une âme, dans le sens où il ne s'agit pas là d'un élément qui serait stable, continu, inchangeable, qui serait logé dans l'être et qui du coup se servirait des sens pour regarder comme ça, mais qui resterait toujours le même d'une certaine façon. Au sens bouddhiste, en fait, eh bien, le mental, comme les autres sens, va s'activer en fonction des conditions qui se passent. Typiquement, quand vous êtes un peu au repos comme ça et qu'il n'y a pas de réels phénomènes mentaux, je sais pas, vous êtes posé comme ça, vous chillez,
eh bien, tant qu'il n'y a pas de phénomènes mentaux, eh bien, votre mental, en tant que sens, n'est pas plus actif que, typiquement, votre nez quand il n'y a pas d'odeur spécifique à sentir. Et Pony qui dit, je viens de renverser la tasse de thé, sûrement le fruit d'un mauvais karma passé. Ah non, le fail du matin. Donc là, voilà, il est vraiment question de cette espèce d'âme. Moi, je le vois vraiment, parce que c'est ce qui m'aide à comprendre un peu ce qu'ils veulent dire. Je le vois vraiment comme dans Evangelion, ou les trucs, les animés de gros mechas, ou alors vraiment, ouais, comme le petit alien dans Men in Black, hein, qui est logé dans la tête du gars, là. Où, où c'est ça, c'est une espèce d'observateur, quelque chose d'interne, qui va utiliser les différents sens pour regarder les choses. Et qui, du coup, serait fixe et qui serait séparé du reste du corps, d'une certaine façon, du reste de l'être. Et, euh, et donc là, ils vont partir sur une discussion qui, voilà, bizarre un peu la discussion, mais on va la lire ensemble. Comme c'est on va dire, comme c'est un thème qui nous parle pas vraiment des masses en tant qu'occidentaux modernes, euh, voilà, la discussion va paraître un peu chelou, mais je vais vous la lire et puis vous me direz ce que vous en pensez derrière. Donc parce qu'en fait, le point de Milinda, c'était de dire qu'en fait, le Vedagu, c'est du coup cette espèce d'âme qui va, donc qui est fixe, qui est là, qui est à l'intérieur, et qui va regarder, il le dit ici, hein, regarder à travers les sens, utiliser les sens comme si c'était des portes pour regarder vraiment, effectivement, comme si comme s'il y avait un petit être dans notre tête qui utilise nos sens pour regarder, étudier le monde, et qui peut utiliser vraiment les sens comme il le souhaite. Et donc, ici, donc, Nagasena lui dit, écoute Maharaja, je vais te parler des 5 portes. Écoute et prête attention. Si l'âme intérieure voit la forme par par le cœur, j'allais dire bien. Si l'âme intérieure voit la forme par l'œil, comme nous pouvons, nous assis dans ce palais, voir la forme par l'une quelconque des 4 fenêtres qu'il nous plaît de choisir. Ici, on parle, les fenêtres ici sont du coup une métaphore pour les différents sens que seraient du coup le goût, l'ouïe, l'odorat, etc., etc. Donc c'est vraiment une métaphore pour nos 5 sens, on va dire classiques, connus. Donc il dit, si cette âme, elle pouvait choisir de voir la forme, donc il voit la forme par l'œil, si elle pouvait choisir, comme nous on est assis dans le palais, eh bien d'utiliser n'importe laquelle de ces 4 fenêtres, oui, porte ou 4 fenêtres, il en résulte que cette âme intérieure pourrait voir la forme par l'oreille, le nez, la langue, le corps, le sens interne, entendre le son par l'œil, le nez, etc. En est-il ainsi? Bien sûr, non, vénérable, ce n'est pas possible, lui répond Milinda. Tes insertions ne concordent pas. Autre chose, si les fenêtres à treillis de cette salle où nous sommes assis étaient arrachées, nous pourrions, en nous tournant vers le dehors, voir plus aisément les formes dans un large espace. Cette âme intérieure pourrait-elle, les yeux étant arrachés, voir plus précisément les formes dans un large espace, les oreilles, le nez, la langue, le corps étant lacérés, pourrait-elle plus aisément, et dans un large espace, entendre les sons, respirer les odeurs, goûter les saveurs, toucher les objets tangibles? Bien sûr, il dit non vénérable. À nouveau, ici, ce qui critique, ce serait vraiment cette idée qu'il y a, comme si vraiment il y avait cette espèce d'être interne qui a un peu sa propre vie à lui, qui du coup, effectivement, pourrait regarder, en fait, sans avoir réellement besoin des sens derrière. Ce que Nagasena essaie de critiquer ici, c'est de dire, en fait, ça peut pas marcher comme ça. En réalité, ce qui se passe, et il va en discuter un petit peu plus après, mais c'est intéressant de comprendre peut-être où se place Nagasena pour comprendre ce qu'il critique ici. En fait, ce que Nagasena va expliquer derrière, c'est qu'en fait, les sens, que sont nos 5 sens normaux, ne font que rentrer en contact avec des éléments. On va ressentir des choses, mais derrière, en fait, c'est la résultante de ce contact, par exemple, entre l'œil et un objet visuel, qui va ensuite être ressaisi de temps en temps, pas systématiquement, de temps en temps par notre sens qui est notre sens mental, qui lui a pour objet des phénomènes mentaux, et c'est lui qui va agir sur cette résultante-là, mais du coup, il ne fait que apparaître en fonction des conditions. C'est-à-dire que techniquement, si je ferme les yeux, mon mental, mon sens mental ne va pas pouvoir attraper des objets de mon œil, parce que je ne vois pas. Donc c'est pas genre le mental qui va définir derrière ce que l'œil, ce qu'on fait de ces phénomènes-là, c'est ces phénomènes-là qui vont conditionner l'action du mental derrière. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, compliqué pour pas grand-chose, mais en gros c'est ça qu'on discute. Voilà. On y reviendra juste après parce qu'il va détailler un peu tout ça, ce sera plus clair.
Donc il dit, hein, tes assertions ne concordent pas. Autre chose, si Dina, alors le pauvre Dina, si Dina que voici, sortant de cette salle, se tenait sous le porche, il va y avoir plusieurs trucs avec Dina, je crois, se tenait sous le porche, saurais-tu qu'il est sorti sous le porche? Oui, vénérable. Et s'il rentrait et se tenait devant toi, le saurais-tu? Bien sûr. De même, cette âme intérieure, si on déposait sur la langue une substance d'une certaine saveur, saurait-elle qu'elle est aigre, salée, amère, acide, astringente ou douce? Oui, vénérable. Parce que ça, c'est comme ça que ça marche. Si on met un morceau de sucre sur la langue, il va y avoir un contact entre du coup le sens qui est le goût et un objet du goût qui est la saveur sucrée. Et derrière, ça va créer une réaction, un contact. Et derrière, il y a mon mental qui va pouvoir se ressaisir de cette action-là, de cette sensation, et de dire, ok, c'est du sucre, j'ai compris que c'était du sucre, j'agis sur ce fait-là. Donc ça, c'est logique, c'est l'enchaînement qui est logique. Et là, il dit, et si cette saveur avait pénétré dans l'intestin, l'âme intérieure la reconnaîtrait-elle encore? Ben non, vénérable, là, ça marche plus. Tes assertions ne concordent pas. Autre chose, suppose qu'on apporte 100 jarres de vin de palmier et qu'on en remplisse une cuve, puis qu'ayant bâillonné un homme, je crois que c'était Dina qui rebalançait là-dedans, on le jette dans cette cuve. Saurait-il si le vin de palmier, il est doux ou pas? Non, il ne le saurait pas. Et pourquoi donc? Parce que le vin de palmier ne pénétrerait pas dans sa bouche. Donc il dit à nouveau, tes assertions ne concordent pas. Il dit, je ne suis pas capable de discuter avec un dialecticien tel que toi, dis-moi ce qu'il en est. Et donc le Thera lui fit un exposé tiré de l'Abhidharma, hein, où l'Abhidharma c'est vraiment les enseignements bouddhistes traditionnels où on explique justement toutes ces relations de cause et d'effet, comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'être, comment le monde fonctionne. Comme conséquence, et là il explique, hein, comme conséquence de l'œil et des formes, se produit la perception visuelle et les états de conscience qui l'accompagnent. Contact, sensation, conception, pensée, concentration, sens de la vitalité, attention. Se produisent en conséquence de celui qui le précède. Il n'y a pas de Vedagu. Donc il n'y a pas besoin d'avoir derrière un espèce de être intérieur qui réagirait à tout ça, parce qu'en fait, eh bien, s'il y avait cet être intérieur, alors il aurait une sorte de liberté par rapport au sens qu'il n'existe pas en réalité. Les sens agissent juste comme des sens en termes de contact, et derrière sont ressaisis potentiellement par le mental. Mais il n'y a pas un espèce de truc au-dessus qui est séparé de tout ça. Voilà. C'est un peu bizarre et compliqué comme discussion. Voilà. Je sais pas si c'est extrêmement clair, mais je suis pas sûr que ce soit non plus extrêmement important. Parce que là à nouveau, on est sur pour moi, des conceptions, des choses qui étaient peut-être, on va dire, classiques en Inde de l'époque, qui du coup nous paraissent, nous, déjà assez tirés par les cheveux et assez bizarres par rapport à notre compréhension. Donc en fait, j'ai l'impression qu'en tant que nous, en tant qu'occidentaux, par rapport à ça, on voit déjà même pas vraiment le problème de la discussion, et la discussion, du coup, nous paraît un peu ubuesque et bizarre. Genre le fait de dire, bah, est-ce que du coup, il peut voir par le nez? Et ben, ouais, non, je sais pas, bizarre un peu. Et donc, il n'y a pas de Vedagu. De Vedagu. J'aime bien la sonorité de Vedagu. Vedagu. Alors, c'est là où on va rentrer plus, justement, à nouveau dans le détail. Un peu, ça, on va dire, c'est un peu la contre-attaque, hein, la suite de cette discussion sur le Vedagu. Mais ça va être peut-être déjà ici un petit peu plus intéressant à discuter parce qu'un peu plus clair peut-être. Alors, Milinda va lui demander, Nagasena, là où se produit la perception de l'œil, la perception du sens interne se produit-elle aussi? Les questions ici déjà, c'est que, c'est déjà pas le bon terme, hein, comme on l'a dit, c'est pas perception ici, c'est l'agrégat de la conscience. Et donc, perception, ce qu'il va appeler perception du sens interne, en fait, il parle ici de perception mentale. Donc, ce qu'il explique, c'est de conscience mentale. Donc, ce qu'il explique ici, c'est est-ce que la conscience de l'œil, c'est-à-dire ce qui se passe quand l'œil rentre en contact avec un objet visuel, est-ce que du coup cette conscience visuelle, donc quand l'œil rentre en contact avec un objet visuel, conscience visuelle, est-ce que du coup elle va générer derrière potentiellement une conscience mentale derrière? Et donc Nagasena va lui dire que oui. En gros, là j'ai une petite note ici, hein. Ici, il va être question de la conscience mentale qui a comme objet la conscience visuelle. C'est-à-dire que quand l'œil entre en contact avec un objet visuel, par exemple le chat, hein, ou une chaise ici,
la conscience visuelle se produit. Mais la plupart du temps, ce résultat n'est pas forcément ressaisi intellectuellement par la conscience mentale. On appréhende les objets visuels instinctivement sans y réfléchir. On ne note pas forcément mentalement quand la conscience visuelle se produit. Ici, il est question de ce qui se passe quand cette conscience mentale s'appuie sur la conscience visuelle. Ce que je veux dire par là, je vais vous donner un exemple concret. Moi, quand je live, en fait, je regarde soit le texte que je suis en train de lire, soit le chat. Là, typiquement, je suis en train de regarder le chat. Tant qu'il ne se passe rien, mon œil est toujours en contact avec le chat. C'est-à-dire qu'il y a une conscience visuelle qui se produit, qui est la résultante du fait que mon œil soit en contact avec le chat. Mais dans la grande majorité des cas, eh bien, tant que personne n'écrit quelque chose, je ne prends pas forcément note de cette conscience visuelle. C'est-à-dire, j'ai mon œil qui est en contact avec le chat, mon œil sait qu'il est en contact avec un objet, ça c'est la conscience visuelle, mon œil sait qu'il est en contact avec un objet, mais je ne le note pas mentalement, c'est-à-dire que je n'ai pas d'action mentale par-dessus. Ce qui va se passer, par exemple, c'est si quelqu'un écrit un message, à ce moment-là, il va se passer quelque chose, et au-delà de cette pure conscience visuelle du contact entre l'œil et le chat, va du coup se générer une conscience mentale, où là, du coup, je vais commencer à vraiment réagir au résultat de ce contact avec l'œil, à cette conscience visuelle. Je vais du coup me l'approprier d'une certaine façon, et là je vais commencer à lire, je vais commencer à réagir à ce qui se passe. Donc tout ça pour dire que la plupart du temps, eh bien, malgré le fait qu'il y ait une conscience visuelle, donc un contact entre par exemple l'œil et notre environnement, eh bien la plupart du temps, notre cerveau, notre conscience mentale ne rentre pas en ligne de jeu, en ligne de compte. On appréhende juste notre environnement pour pas se cogner dans les murs, etc. Mais on n'a pas derrière d'interaction mentale où notre mental va se saisir de quelque chose et commencer à y réfléchir, parce que c'est ça la conscience mentale. Il va commencer à réfléchir et à s'attribuer ces objets-là. La plupart du temps, ça ne se produit pas, mais de temps en temps, eh bien, ça va se produire. C'est-à-dire, on va avoir là, typiquement, s'il y a un message dans le chat, mon œil va rentrer en contact avec le message, et là, mon mental va réagir à cette conscience visuelle et va commencer, du coup, à le lire, à l'étudier, etc. Donc, c'est de ça dont il est question ici. Donc la perception de l'œil. Donc la conscience visuelle. On va utiliser les bons termes. Et donc la question ici de Melinda, c'est est-ce donc que la première commande à l'autre de se produire aussitôt qu'elle-même, ou est-ce que la seconde qui dit à la première, dès que tu te produiras, je me produirai aussi? En fait, là, ici, la question de Melinda, c'est est-ce qu'il y a une sorte de communication entre les deux, c'est-à-dire entre la conscience visuelle et la conscience mentale qui va s'approprier les fruits de cette conscience visuelle? Est-ce qu'il y a une communication, c'est-à-dire est-ce que c'est la conscience visuelle qui dit à la conscience mentale eh oh, il se passe quelque chose, agis, fais quelque chose, ou est-ce que c'est la conscience mentale qui dit à l'œil au fait, tu peux m'envoyer des infos intéressantes que je fasse quelque chose? C'est ça la question. Et en fait, la réponse de Nagasena, c'est que en fait non, elle n'échange pas de paroles. Si votre œil commence à parler, il faut vous inquiéter, c'est pas normal. Non, elle n'échange pas de paroles. Mais du coup, il dit comment ça se fait que les deux se suivent du coup immédiatement? Comment ça se fait que là, typiquement, s'il y a un message dans le chat, immédiatement, au moment où ma conscience visuelle, qui est issue du contact de mon œil avec le chat, au moment où ma conscience visuelle se produit, comment ça se fait que immédiatement, du coup, ma conscience mentale rentre en action et commence du coup à étudier ce qui se passe? Donc comment ça fait-il que l'un suive l'autre immédiatement? Et ici, Nagasena va préciser, c'est en raison de la pente, de la porte, du précédent et de la pratique. Alors, ça va être un peu compliqué à nouveau, on va y venir doucement. Alors là j'ai dû faire honnêtement un peu preuve d'interprétation par rapport à ce qui va être dit là, parce que les explications ne sont pas ultra claires, et honnêtement déjà la discussion en elle-même est déjà pas simple, mais les exemples n'aident pas vraiment non plus pour le coup. Et il explique pas vraiment non plus. Donc voilà, plus ça, plus le choix des termes pour la traduction, c'est pas mal d'interprétation personnelle pour toute cette partie-là. Donc on va en discuter. La première qui dit, c'est donc comment se fait-il qu'ils se suivent immédiatement? La première, c'est en raison de la pente, donc de la porte du précédent de la pratique. Comment se fait a-t-il lieu en raison de la pente? Donne-moi donc une comparaison. Donc ici, ce que j'ai noté, la conscience mentale qui se base sur la conscience visuelle suit naturellement cette dernière, spontanément et sans raison particulière, c'est-à-dire sans effort pour y faire attention et sans habitude.
C'est-à-dire que, par exemple, un élément d'un coup attire notre regard et, plus que d'habitude, et notre conscience mentale s'en saisit. Donc là, typiquement, pour moi, l'histoire de la pente, cet élément qui se suit naturellement, c'est vraiment ce que je vous avais dit par rapport à l'exemple du message dans le chat. C'est-à-dire que là, globalement, la plupart du temps, il se passe rien. Je regarde le chat, il se passe rien. Si là, d'un coup, quelqu'un dit un message et dit blablabla, eh bien, là, ça va du coup... Ma conscience mentale va vouloir s'approprier ma conscience visuelle. Il va se passer quelque chose. Pour moi, c'est ça la pente, en fait. Il y a un élément qui se produit. Et du coup, naturellement, comme de l'eau qui coule et du coup dans une pente et qui suit la pente, eh bien, ma conscience mentale va naturellement suivre ma conscience visuelle parce qu'il s'est passé quelque chose. Blablabla, voilà, c'est ça, bah, typiquement, voilà. Là, il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça qui s'est passé. Donc, pour moi, c'est ça la pente. C'est juste qu'il se passe quelque chose et du coup, naturellement, comme de l'eau qui suivrait la pente, eh bien, ma conscience mentale se met à suivre ma conscience visuelle parce qu'il s'est passé quelque chose, en fait. Mais sans habitude, sans quoi que ce soit, parce qu'il va donner des exemples après. Donc voilà, il dit ici, hein, quand il pleut, où l'eau coule-t-elle? Eh bien, où le terrain est en pente. S'il pleut une autre fois, où l'eau coulera-t-elle? Eh bien, à nouveau, là où l'eau a coulé. Est-ce que la première eau dit à la seconde, là où je coule, tu vas couler aussi? Eh bien non. Ou la seconde dit à la première, là où tu couleras, je coulerai aussi. Non, vénérable, elle ne change pas de parole, elle coule en raison de la pente. Donc là, pour moi, c'est vraiment juste quelque chose de simple et naturel. On va voir qu'il peut y avoir d'autres cas de figure. C'est juste, il s'est passé quelque chose, naturellement, ma conscience mentale s'approprie les résultats de ma conscience visuelle. Voilà. Il en est ainsi de la conception, de la perception de l'œil, de la perception du sens interne, ou avec les bons termes, hein, de la conception visuelle, de la conscience visuelle, pardon, et de la conscience mentale, liée à l'œil. Comment les deux perceptions se suivent-elles en raison de la porte? Donne-moi donc une comparaison. Ici, c'est juste pour dire que la conscience mentale basée sur la conscience visuelle et la conscience visuelle se basent tous les deux sur la présence de l'œil comme organe, c'est-à-dire la même porte. En gros, ce qu'on veut dire ici, hein, c'est que le fait que ma conscience mentale s'approprie les résultats de ma conscience visuelle, donc le fait que ma conscience mentale s'approprie tout ça, eh bien, ça vient de l'œil, tout simplement. Si ils utilisent la même porte, qui est l'œil. Tout passe par l'œil. L'œil a un contact avec le chat. Il se passe quelque chose. Ma conscience mentale se l'approprie, mais tout ça, du coup, vient du fait ils passent les deux par l'œil. Voilà, il dit, suppose, donne-moi donc une comparaison, suppose une ville frontière entourée de murs et de tours solides avec une seule porte. Si un homme veut en sortir, par où sortira-t-il? Eh bien, il sortira par la porte. Et si un autre homme veut en sortir, par où sortira-t-il? Eh bien, par la porte. Se seront-ils donc entendus ensemble? Non, ils sont tous deux passés au même endroit, parce que là est la seule et unique porte. Eh bien, il en est de même avec la conscience visuelle et la conscience mentale issue de la conscience visuelle. Ils passent par la même porte. Voilà. À nouveau, là, je vous dis, hein, moi j'y suis allé en mode interprétation parce que vraiment, quand on lit le truc, moi je l'ai lu la première fois, j'étais genre, mais qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. Je comprends rien. Donc j'ai dû un petit peu déjà consulter l'anglais pour me retomber sur les bons termes, ce qui m'a déjà aidé à un peu mieux comprendre de quoi il était question. Et puis après, ben voilà, je vous donne une interprétation du truc. Je suis honnêtement pas certain du tout à 100% que ce soit juste, hein, pas du tout. Mais voilà, je vous donne une idée. Vous pouvez le comprendre autrement. Si vous avez d'autres interprétations, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous pensez que je suis parti complètement à côté, n'hésitez pas à le dire non plus, hein, parce que là, voilà, c'est assez flou pour que je sois obligé de dire, ok, ouais, c'est probablement peut-être ça dont ils veulent parler. Voilà. À nouveau, hein, moi, je suis pas un spécialiste de l'Abhidharma, je suis pas un spécialiste de toutes ces choses-là. Je suis un moine Jodo Shinshu, c'est pas le genre de problème qu'on se pose dans la vie de tous les jours. Sali no Shishi, c'est le Bouddha qui s'illumine. C'est ça, moi je suis dans le Jodo Shinshu, on n'est pas forcément trop dans ce genre de questionnement. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant, ça fait un peu travailler le cerveau, hein, c'est pas mal, ça fait réfléchir. Donc on a déjà vu du coup la pente et la porte, hein. La pente qui du coup serait, pourquoi les deux se suivent l'un après l'autre? Eh bien simplement en raison naturelle de la pente, donc naturellement l'un suit l'autre, ou en raison de la porte, le fait que les deux procèdent du même organe qui est l'œil. Voilà. Il va me falloir un temps d'adaptation pour digérer le texte. Oui, 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 moi aussi. J'ai pris mon temps, hein, j'ai pris mon temps pour préparer, mais vous voyez bien, pardon, oula, vous voyez bien à quel point c'est nécessaire, hein, que je prépare ça un peu avant, parce que là, si j'arrivais en live sans l'avoir lu, étudié et tout,
Enfin, ça serait compliqué quand même. Il y a des trucs sur lesquels, comme je dis, il y a des sujets sur lesquels je peux faire de l'improvisation parce que c'est ce que je maîtrise, c'est ce que je connais, etc. Là avec ce niveau-là, c'est impossible. C'est impossible. Il faut vraiment, vraiment prendre le temps de réfléchir un peu avant à quoi il est question, mais sinon, c'est la loose. C'est la loose complète, quoi. Donc, on a vu la pente et la porte. Ensuite, il dit comment ces deux perceptions, donc ces deux consciences, hein, conscience visuelle et conscience mentale issue de la conscience visuelle, comment se suivent-elles en raison du précédent? Donne-moi une comparaison. Alors le terme précédent ici n'est pas forcément très clair. La version anglaise va en fait parler de l'habitude. Comment est-ce que du coup, pourquoi est-ce que ces sens se suivraient en raison de l'habitude? Eh bien ici, il est question du fait que la conscience mentale peut se saisir de la conscience visuelle dans certaines situations par habitude. Par exemple, avant de traverser la route, la conscience visuelle entre en contact avec la présence ou pas de voiture, et la conscience mentale va se saisir de cette information. C'est-à-dire que dans ce cas, la conscience mentale, elle sait, entre guillemets, par habitude, qu'elle doit faire attention à ce qui se passe au niveau de la conscience visuelle. Pour reprendre toujours mon exemple du chat, ici, ma conscience visuelle, elle est d'une certaine façon conditionnée à faire attention aux messages. Tant qu'il ne se passe rien, eh bien, je ne vais pas réagir. Mais par habitude, là, je fixe mon œil sur le chat par habitude et j'attends. Je vois le message, j'ai puni, j'en reviens dessus après. Donc, je suis conditionné d'une certaine façon par habitude à regarder le chat et à faire en sorte que dès qu'il y a un message, ma conscience mentale se saisisse de ma conscience, des résultats de ma conscience visuelle pour l'analyser, pour faire quelque chose. Ça, c'est l'habitude. Et ce qui ne se passe pas, hein, comme je dis, hein, dans la plupart des cas. En fait, la plupart des cas, notre conscience visuelle, il y a plein d'infos qui sont là, mais on ne va pas s'en saisir réellement mentalement. C'est juste, on sait que les éléments sont là, mais on n'a pas d'interaction réelle au niveau mental avec, en fait. Voilà. Donc là, l'habitude, c'est effectivement, hein, typiquement, à toute action qu'on va faire au niveau visuel, par habitude, et pour lesquelles, en fait, notre mental, d'une certaine façon, doit prêter attention à ça. En se disant, bah voilà, je traverse la route, il faut que je regarde à droite et à gauche, voir s'il y a des voitures ou pas. S'il n'y a pas de voiture, j'y vais. S'il y a une voiture, j'y vais pas. Je regarde le chat, j'attends qu'il y ait un message. S'il y a un message, je réagis. S'il n'y a pas de message, alors en fait, je laisse ma conscience visuelle aller dessus, mais sans du coup me fatiguer le cerveau d'une certaine façon avec des réflexions sur le sujet des résultats de cette conscience visuelle. Voilà. Pauline qui dit en gros, Nagasena dit que vice-versa c'est du bullshit. C'est un peu ce qu'il dit, ouais. C'est vrai que j'aurais pu prendre l'exemple de vice-versa aussi. Vous avez pris l'exemple du gros des aliens dans la tête et de Men in Black et des mechas, des séries de mechas avec des gros robots et des gens dans les gros robots. Bah ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça avec vice-versa aussi. C'est un bon exemple. Vice-versa est un bon exemple. Donc là, c'est vraiment l'idée de l'habitude, hein. Donne-moi une comparaison. Eh bien, une première charrette est en marche, où passera la suivante, par le même chemin que la première. Se sont-elles entendues ensemble? Bien non. La première suit la seconde en raison du précédent qu'elle a créé. En réalité, sans raison de l'habitude. Voilà. Donc là, ici, vraiment question. Dans la version anglaise, on parle vraiment de l'habitude plutôt, et je trouve que c'est plus clair. Il y en a de même donc pour ces deux consciences, la conscience mentale et la conscience visuelle et la conscience mentale issue de la conscience visuelle. Et enfin, comment se suivent-elles en raison de la pratique? Donne-moi une comparaison. Vous voyez, en fait, ce que je trouve compliqué avec ce passage à chaque fois, hein, c'est qu'en fait, il ne va pas vraiment expliquer ce que ça veut dire par la pratique. En fait, il va directement l'illustrer par un exemple, et c'est pareil pour la porte, la pente, etc. Il va directement l'illustrer par un exemple, mais je trouve que l'exemple aide pas forcément à comprendre, et vu qu'il n'explique pas réellement ce qu'il entend par ce terme-là, ça rend vraiment ce chapitre assez difficile, je trouve, à comprendre, hein. Donc voilà, comment se suivent-elles en raison de la pratique? Ici, il s'agit en fait typiquement de la pratique bouddhiste qui consiste à porter son attention sur l'apparition et la disparition des consciences, par exemple l'œil, et de noter mentalement dès que la conscience visuelle surgit. C'est-à-dire, c'est un exercice typique de la méditation bouddhiste, où, par exemple, hein, entre autres, c'est un exemple par rapport à ce qui se passe ici, hein, le côté pratique. Vous allez, par exemple, vous installer en méditation, vous allez commencer à simplement vous concentrer pour calmer votre mental. Et ensuite, l'exercice va consister à noter à chaque fois qu'une conscience se produit. C'est-à-dire à chaque fois que
un de vos sens, n'importe lequel, rentre en contact avec un objet. Et sans s'en saisir plus que ça, mais le mental va faire l'exercice de le noter. C'est-à-dire plutôt que de laisser, comme c'est la plupart du temps, laisser passer justement les différentes consciences de nos sens, simplement parce que la plupart du temps, on n'y prête pas attention. Je toujours reprendre mon exemple, je regarde le chat, il ne se passe rien. J'ai pourtant mon œil qui est en contact avec des objets visuels. Il y a une conscience visuelle qui est là, mais je n'y réagis pas plus que ça. Le but, en fait, de cette méditation bouddhiste, eh bien, ça va être justement de prêter attention à chaque fois, au maximum, dans la mesure du possible, à chaque fois qu'une conscience va se produire, c'est-à-dire qu'un de nos sens va rentrer en contact avec l'objet qui lui est associé. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, je suis assis en méditation. Là, je ressens quelque chose qui me gratte, c'est-à-dire le sens du toucher rentre en contact avec un objet, ça gratte. Ah, il y a un oiseau qui fait piou-piou. Conscience auditive. Ah, je sens une odeur d'encens. Conscience olfactive. Ah, mes yeux sont rentrés en contact avec la lumière qui a changé dans la pièce. Et en fait, les noter le plus vite possible. Et ça, c'est du coup la pratique qui note plus que en temps normal l'apparition et la disparition de ces différentes consciences liées à nos sens. Et comme du coup on les note, là pour le coup, le sens mental rentre en action, vu que du coup il réagit à ce qui se passe. C'est « Ah tiens, j'ai entendu un bruit. Ah tiens, j'ai senti une odeur. Ah tiens, etc. » Parce que vous voyez, en réalité, en fait, c'est ça qui est intéressant par rapport à cet exercice-là, c'est se rendre compte à quel point, malgré l'impression qu'on en a, l'impression qu'en fait on est toujours continuellement en action, eh bien en fait, la plupart de nos sens ne sont pas actifs la plupart du temps en fait. Typiquement, même si je fais brûler de l'encens, je vais par exemple le sentir pendant quelques secondes, ensuite je vais m'y habituer, je vais plus le sentir. Et si je veux vraiment le ressentir à nouveau, il faut que je fasse un effort d'une certaine façon pour me dire « Ah tiens, c'est vrai que mon nez sent de l'encens ». Pareil pour le fait d'avoir les oiseaux qui font des piou-piou. Si vous entendez piou-piou-piou-piou, au fait, vous allez l'entendre au début. Et au bout d'un moment, en fait, malgré le fait que votre oreille est en contact avec ce son, eh bien, en fait, vous n'allez pas le mentaliser. Vous allez oublier qu'il est là, en fait. Et donc, c'est vraiment se rappeler, voir en fait ces consciences, voir à quel point elles apparaissent et elles disparaissent au fur et à mesure. Voilà, donc ça, c'est cet exercice. Et c'est ça, du coup, qu'il dit, voilà, on peut du coup, la conscience mentale peut suivre la conscience visuelle ou n'importe laquelle des autres consciences liées aux autres sens physiques par pratique, c'est-à-dire vraiment porter son attention à ça, à l'apparition et à la disparition de chacune de ces différentes consciences liées au sens. Donc il dit dans les sciences du langage, telles que le langage des doigts, le langage des doigts. Non, le calcul, l'estimation, l'écriture, on commence par être maladroit. Mais ensuite, par l'action attentive, par la pratique, on devient adroit. De même, par effet de la pratique, dès que se produit la perception de l'œil, donc la conscience visuelle, la perception du sens interne se produit immédiatement. La conscience mentale réagit en disant « Oui, ceci s'est produit. Conscience mentale s'est produit. » Voilà. Le raisonnement en est de même pour toutes les autres perceptions qui sont donc auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Chacune est suivie de même par une perception mentale. Donc pour résumer un peu ce chapitre qui est mine de rien assez compliqué, on va pas se mentir, le chapitre n'est pas évident. Si on devait résumer tout ça d'une façon un peu simple, ce serait de dire la conscience visuelle, je vais reprendre toujours l'idée de la conscience visuelle, la conscience visuelle se produit donc quand l'œil, qui est un organe, qui est donc un élément physique, c'est un agrégat physique, rentre en contact avec un objet visuel, qui est un autre agrégat physique. Quand les deux rentrent en contact, se produit la conscience visuelle. Cette conscience visuelle, la plupart du temps, elle reste, elle n'est pas mentalisée par notre cerveau. Elle est là parce qu'en fait, nos yeux sont actifs en permanence. Il y a cette conscience mentale qui se produit en permanence, mais la plupart du temps, on n'y fait pas attention. En fait, c'est ça la question. On n'y fait pas attention. Notre mental ne rentre pas en ligne de jeu, en ligne de compte. Les cas où ça se produit, pour Nagasena, eh bien, en fait, pour lui, il y en a 5. Pour quelles raisons la conscience mentale se saisirait des objets de la conscience visuelle? Il y a 5 raisons. Il y a 1, la porte, simplement parce que ça passe par le même organe qu'est l'œil. 2, la pente, c'est-à-dire juste un élément s'est produit, et donc naturellement, on va d'un coup y prêter attention. 3,
J'en ai déjà oublié un, je crois. J'ai dit 5, mais il en a dit 4 en fait, non? Oui, c'est ça. Le troisième, du coup, par habitude, tout simplement parce que, eh bien, en fait, on a entraîné, enfin, c'est pas entraîné, c'est pas forcément le mot, mais on a l'habitude, dans certaines situations spécifiques, de faire attention à ce qui se passe au niveau de notre conscience visuelle. Typiquement, quand on va traverser un passage piéton, on va regarder à droite et à gauche, et là, notre mental va se saisir de l'information en disant oui, il y a une voiture, non, il n'y a pas de voiture, donc je peux agir. Et enfin, il le dit par habitude, où là, ben, tout simplement, pas par habitude, pardon, par exercice ou par entraînement, où là, eh bien simplement, on s'entraîne à être plus attentif à l'apparition de ces différentes consciences liées à nos sens, et on réagit en fonction en disant, là se produit la conscience visuelle, là se produit la conscience du toucher, là se produit la conscience auditive parce qu'il y a des petits oiseaux, etc., etc. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que tout ce que je dis là n'a aucun sens? Si vous avez des questions, des points, n'hésitez pas, parce que Voilà. Et à nouveau, ici, il est question de mon interprétation de ça. Je suis pas à 100% sûr que ce soit ce qu'il veut dire, mais il y a des éléments pour lesquels je suis assez confiant. Typiquement, la partie sur l'habitude et la partie sur on va dire, l'entraînement, où là, je pense qu'il est vraiment question de ça, parce que effectivement, ça fait appel, enfin, ça rappelle un exercice bouddhiste qui existe, un exercice de méditation bouddhiste qui existe et qui est connu. On fait vraiment attention à et on note la production, l'apparition de chaque conscience, donc chaque sens qui rentre en contact avec l'objet associé. Donc là-dessus, je suis quand même relativement confiant sur ce que je dis. Après, par exemple, typiquement, l'histoire de la portée et de la pente, là, j'ai dû taper un peu plus dans l'interprétation parce que c'était vraiment pas très très clair, quoi. Voilà. C'est ça, Eponine qui dit, comme en méditation, quand quelque chose vous perturbe pendant la méditation, un peu de patience et la sensation désagréable disparaît. Exactement. En fait, vous vous rendez compte que du coup, typiquement, si ça vous gratte, qui est du coup une conscience liée au sens du toucher, on va dire en étant large, et bien en fait, vous voyez qu'elle apparaît. Mais en fait, si vous l'observez réellement en méditation, ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'en fait, ça fait gratte, disparaît, gratte, disparaît, gratte, disparaît, gratte, disparaît. Et ça fait ça en boucle en fait. C'est pas en fait, quand vous ne l'analysez pas, vous allez avoir cette sensation que c'est constant. Si vous l'analysez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça ne fait que apparaître, disparaître, parce qu'en fait, ça va faire gratte, j'ai entendu un oiseau, gratte, j'ai senti l'encens, gratte, je vois un truc qui bouge, gratte, et après, vous allez vous rendre compte que ah, ça gratte plus. Voilà. Donc, en observant en fait l'apparition justement de ces différentes consciences liées au sens, eh bien, vous allez vous rendre compte que là où vous pouvez avoir des fois l'impression qu'elles sont continues, en réalité, elles ne font que apparaître et disparaître. Et en fait, toutes elles apparaissent, elles disparaissent les unes après les autres. Donc typiquement, la sensation de grattage qui paraît être constante, en réalité, eh bien, en fait, elle a fait que apparaître et disparaître, et elle est morcelée par l'apparition d'autres consciences liées à d'autres sens, voire les mêmes sens, mais autre chose. Ça peut être, par exemple, en restant sur la conscience du toucher, ça peut être « ça me gratte », ah, j'ai mal aux pieds. Ça me gratte. Ah, mon dos. Ça me gratte. Ah, tiens, je vais changer ma posture. Ça me gratte. Et en fait, et d'un coup, voilà, ça disparaît. Donc, c'est un exercice qui est intéressant à faire pour voir. D'ailleurs, ça me gratte maintenant que j'arrête pas d'en parler. Pour voir à quel point, du coup, ces consciences en elles-mêmes ne font que apparaître et disparaître et ne sont pas du tout continues. Voilà. Et aussi, voir aussi à quel point, la plupart du temps, on n'y prête pas attention à ces différentes consciences. Elles restent inconscientes au niveau mental. Elles sont là, parce que il y a vraiment un contact entre les différents sens et leurs objets respectifs, mais juste, eh bien, on n'y fait pas attention, en fait. On le laisse au niveau du « OK ». On traite pas, en fait, on ne traite pas l'information au niveau conscient. Là, vraiment, ce qu'on va appeler la conscience mentale, en fait, c'est le traitement de ces phénomènes au niveau conscient, justement. Voilà. Bien sûr qu'on traite les informations au niveau inconscient, mais on n'y pense pas. Il n'y a pas de pensée qui est générée, qui, elle, est l'objet, du coup, de la conscience mentale. Voilà. Est-ce que votre cerveau va bien? La question qui se pose. Est-ce que j'ai été clair aussi dans ce que je dis? S'il vous plaît, donnez-moi des feedbacks. Salut, merci beaucoup Théo pour ton follow. J'espère que je sais pas si tu as suivi cette discussion des enfers, comme un vendredi. Ce qui veut dire un peu tout et rien. Ah, mais Paniki, franchement, ça va. Ok, bah c'est cool, c'est cool. Merci, bonjour à toi Théo. Salut, merci pour ton premier message dans le chat. En vrai,
en vrai, une fois qu'on a compris un peu où il veut en venir, c'est peut-être pas la et qu'on comprend et qu'on a déjà eu l'occasion de discuter un petit peu de ce que sont la compréhension bouddhiste de ce qu'on appelle la conscience, qui est juste du coup le contact entre un sens et son objet, et que le mental est considéré comme un sens à part entière, mais au même titre, pas au-dessus, mais au même titre que les autres sens, mais c'est juste qu'il réagit avec des objets mentaux, eh bien, c'est un peu plus clair. Vraiment, pour moi, ce qui était peut-être le plus difficile dans tout ça, pour moi, c'est l'histoire du j'ai oublié comment on dit. Du Vedagu. Le Vedagu. Alors, toute la discussion sur le Vedagu m'a laissé un peu perplexe, je vous avoue. Mais à nouveau, je pense que là, c'est une question de différence culturelle par rapport à l'époque et voilà, la culture des choses, des concepts qui étaient peut-être classiques à l'époque, compréhensibles pour les gens, peut-être avec aussi des subtilités que moi je n'ai pas, parce que du coup, même en cherchant un peu ce que c'était le Vedagu, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Voilà, cette partie-là m'a laissé un peu plus sur ma faim et j'étais moins clair avec ça. Mais le reste, je pense que ça va peut-être. Vedagu versa. Ouais, ça, c'est le vice-versa. C'est vraiment le vice-versa du film Pixar, quoi. C'est ça. Voilà. Mais sinon, voilà, le reste était assez logique, hein. Il y avait l'idée de dire que pardon, des phénomènes peuvent se produire ex nihilo? Ben non, il y a rien qui peut se produire du néant. Toute chose qui se produit, eh bien, apparaît par une relation de cause et d'effet. Jusque-là, ça c'était vraiment très simple et très logique. Y a-t-il des formations? Il y avait la question de est-ce qu'il y a des formations qui naissent? Ben, bien sûr, effectivement, même si elles ne naissent pas du néant, eh bien, en fait, elles naissent suite à des causes et des conditions. Et donc, on avait pu reparler de la production conditionnée en 12 facteurs, ce qui était l'occasion d'en reparler rapidement. Donc ça, quand on a à peu près compris cette logique, il n'y avait pas de bien compliqué. Vraiment, pour moi, le seul truc qui est vraiment bizarre, c'est l'histoire du Vedagu dans le truc là. Ça, vraiment, je comprends ni réellement ce que c'est, ni réellement l'argumentaire qui va avec, ni les exemples particuliers par rapport au point avancé. Je sais pas. Mais vu que bon, personne n'a l'air de se poser la question du Vidagu de nos jours, voilà. Mais au moins, c'était l'occasion d'avoir un mot qui a une sonorité assez marrante. Vidagu. Vidagu. Voilà. Ok. Ben écoutez, moi je pensais m'arrêter ici pour la lecture d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'après, j'ai à peu près le même nombre d'éléments euh, jusqu'à la fin de la première partie de la discussion avec Milinda. Donc voilà. Et après, il y a la partie 2. Voilà. On pourra du coup revenir où il y a d'autres discussions. Donc je pense que du coup on pourra la semaine prochaine, en fonction, d'ailleurs, il faudra que je vous tienne au courant. Je suis pas. Normalement, je ferai des lives, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai une personne à la maison, j'ai un ami japonais qui vient pour quelques jours à la fin de la semaine prochaine et début de la semaine d'après, qui est un tatoueur japonais qui vient chez nous. Et du coup, mais normalement, il a tendance à avoir un rythme un peu décalé, donc je pense qu'à l'heure où je stream, il dormira encore, donc normalement, je ne devrais pas avoir trop de soucis, donc je devrais pouvoir continuer à streamer normalement. Mais, euh, mais voilà, donc ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'était déjà pas trop mal. Et voilà, je voyais du coup Inoshi qui dit va me falloir plusieurs méditations pour absorber ça. Je dis, oui. Après, et Tomio qui dit à peu près, hein, il me faudra juste un peu de temps pour assimiler tout ça. Je comprends. Je comprends. Mais voilà, essayez juste de bien vous rappeler la logique bouddhiste de ça, hein, de ce qu'on appelle une conscience mentale et une conscience visuelle ou une conscience liée à un sens, hein, qui est vraiment juste littéralement la mise en contact de ces deux éléments que sont les sens en tant qu'objet physique, l'œil, la main, etc., et un objet qui est associé à ce sens-là. Quand les deux rentrent en contact, se produit, eh bien, la conscience en disant il y a un objet. Alors en fait, il y a un objet, au niveau de la conscience, il n'est pas identifié. C'est ce qui se passe ensuite qui va derrière l'identifier. Il n'est pas identifié à ce niveau-là, en fait. Ouais, c'est ça. Comme dit Eponine, hein, de toute façon, c'est souvent comme ça, hein. On comprend à peu près intellectuellement, et avec le temps et les expériences, on intègre à la fin tout ça. Ça semble assez logique. Donc voilà. Mais en tout cas, ça me fait toujours marrer, hein, de voir vraiment la différence entre les lives du vendredi et les lives du lundi et mercredi. Ça n'a tellement rien à voir. Là, on discute vraiment de concepts concepts un peu philosophiques, même voire des fois physiologiques un peu d'une certaine façon, psychologiques aussi. Enfin, psychologique, philosophique, physiologique, on est un peu sur le mélange des trois, hein, et très précis et tout.
c'est tellement différent de ce qu'on fait les lundis et mercredis, c'est cool. C'est vraiment marrant, hein, de voir vraiment à quel point dans le bouddhisme, en fait, il y a cette variété. Et ce qui est intéressant à nouveau, c'est que, ben, typiquement, ce qu'on fait le vendredi, là, je le fais avec vous parce que je pense que c'est intéressant de bien comprendre ça. Mais en réalité, pour un moine Jodo Shinshu qui se concentrerait uniquement sur les enseignements du Jodo Shinshu, eh bien, en fait, limite, on pourrait ne pas en parler et ce serait pas forcément gênant dans la théorie et la pratique pour un moine Jodo Shinshu, en fait. Donc, en fonction des écoles, ces éléments-là ont plus ou moins d'importance. Mais voilà, moi, je trouve que c'est quand même intéressant de voir, parce que l'idée, c'est aussi ben, de vous montrer la variété du bouddhisme, en disant, ben voilà, en fait, un moine Theravada pourrait passer son temps justement à se concentrer sur ces éléments-là qu'on discute le vendredi, sans, et du coup, mettre complètement de côté tout l'aspect, et bien sûr, qui est plus Mahayana, qu'on discute les lundis ou mercredis, commencer à parler de la compassion des Bouddhas autour de nous, de tous ces bodhisattvas qui œuvrent pour le bien de tous les êtres, l'esprit d'éveil, etc. Toutes ces choses-là qui sont cruciales dans nos sessions du lundi ou mercredi, quelqu'un qui serait vraiment attiré par le Theravada pourrait strictement n'en avoir rien à faire, ce serait pas réellement un problème en fait. Il pourrait se concentrer sur l'aspect beaucoup plus philosophique, psychologique, physiologique, etc. Et ce serait OK. Et à l'inverse, du coup, bah, comme je disais, hein, moi, en tant que moine Jodo Shinshu, en fait, je pourrais complètement ignorer tous ces aspects-là. Ce ne serait pas réellement gênant dans ma pratique, vu qu'en fait, en tant que moine Jodo Shinshu, ma pratique consiste à m'en remettre au Bouddha Amida, qui est la compassion et la sagesse absolue, le laisser agir dans ma vie et réciter le Nembutsu derrière pour le remercier. Enfin, juste parce que c'est naturel de le dire, parce que j'ai envie de réciter le Nembutsu. Tu vois. Derrière tous ces éléments de Vedagu, etc., enfin, tout ça, ça n'aurait pas vraiment ça n'a pas vraiment d'importance en fait. C'est intéressant de comprendre on va dire la philosophie bouddhiste, au moins dans ses grandes lignes quand même pour pouvoir apprécier tout ça, mais ça n'a pas réellement d'impact particulier. Ce qui fait qu'en fait, la plupart des moines Jodo Shinshu n'étudient juste littéralement pas le Theravada. En fait, ils en ont aucune idée. Ça, dans leur cursus, ils vont pas plus l'étudier que ça en fait. Voilà. Mais bon, c'est pas ce que j'ai pour vocation de faire dans ces sessions, parce que je veux. Moi, ça me permet d'apprendre et d'aller plus loin dans ma compréhension du bouddhisme. Et puis deux, bah, moi, je veux aussi vous montrer que bah, voilà, il y a plusieurs voies possibles, il y a plusieurs types d'approches du bouddhisme possibles qui sont plus ou moins philosophiques, plus ou moins religieuses. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, quoi, par rapport à vous, quoi. Et par rapport à moi aussi, d'une certaine façon. Voilà.